Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'anatomie du scénario. Avant toute chose, vérifiez bien que vous avez vu les vidéos précédentes, je vous les mets juste ici, ainsi que ma vidéo cliché sur la romance, parce que nous avons repris l'histoire cliché que j'avais inventée à l'époque et nous sommes en train de la réinventer avec la méthode de John Truby. D'ailleurs, elle est renommée l'éclosion, cette histoire que nous réécrivons. Vous êtes prêts ? C'est parti! Dans cette troisième vidéo, nous allons évoquer le sujet des personnages. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous les mets juste ici, que ce soit la création de fiches, des personnalités, voire même la vidéo sur les manipulateurs. Mais ici, nous n'allons pas parler du personnage seul, nous allons surtout parler du réseau de personnages en lui-même, parce que c'est ce que Truby trouve le plus important au moment de créer ses personnages. Selon lui, on ne doit pas créer un personnage de façon solitaire, mais l'imaginer en l'intégrant directement à un réseau de personnages dans son histoire. Quand il crée par exemple le premier personnage, c'est le personnage principal, il a toujours en tête tous les autres personnages de l'histoire, leur rôle, leur archétype, leur thème et leur opposition. Mais nous allons voir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Commençons par le réseau de personnages à partir de leur rôle. Truby considère qu'il y a 6 rôles possibles dans une histoire. Le premier étant celui du héros. C'est le personnage principal de l'histoire, celui dont on suit les actions et la ligne de désir. Comme nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes, il cherche à atteindre un objectif, son désir, sans connaître ni sa faiblesse principale, ni son besoin interne, qu'il découvre vers la fin de l'histoire dans une prise de conscience. Pour l'éclosion, c'est assez facile, le personnage principal, ce héros, c'est Anna. Le deuxième rôle important pour Truby est celui de l'adversaire. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, mon adversaire principal est Oliver, son grand frère. Il est en conflit avec Anna toute l'histoire car leurs besoins sont totalement opposés. Et pourtant, la relation qui les unit est presque aussi importante que celle qui unit Anna et Julio, qui est son deuxième adversaire. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'Anna ne déteste pas Oliver, malgré tout le mal qu'il lui fait. Cela reste son grand frère, et elle l'aime comme ça. Le troisième rôle possible est celui de l'allié. C'est un personnage qui cherche à aider le héros à atteindre son objectif. Dans l'éclosion, Julio peut être considéré à la fois comme un allié et comme un adversaire. Et on pourrait également ajouter une professeure de littérature anglaise qui pourrait tenter d'aider Anna à se développer et à comprendre quelles sont ses capacités à l'école. On continue sur le quatrième rôle, celui du faux allié. C'est un personnage qui fait croire au héros qu'il est son ami et qu'il veut l'aider, alors qu'en fait il fait tout pour l'entraver et l'empêcher d'atteindre son objectif. Dans le cas d'Anna, ces faux alliés sont 2 ou 3 personnages qu'elle considère comme des amis, mais qui la rabaissent régulièrement. Ils la sous-estiment et la font souvent culpabiliser, tout en prétendant que c'est pour son bien qu'ils agissent comme ça. Dans certains aspects, Oliver peut également être considéré comme un faux allié, tout en étant l'adversaire principal. Le cinquième rôle est celui du faux adversaire. C'est l'inverse du faux allié, c'est-à-dire que le héros considère au départ ce personnage comme une menace, quelqu'un qui va l'empêcher d'atteindre son objectif, alors qu'au contraire il l'aide. Alors il n'y a pas de tel personnage comme ça dans l'éclosion. Par contre, si je devais vous citer un exemple, je citerais celui des Harry Potter avec Rogue, qui est un faux adversaire tout au long de l'histoire. Le dernier 6e rôle est celui du personnage secondaire. Truby pense que c'est le personnage le plus incompris par les auteurs et qu'en fait il ne faut pas le créer pour remplir un vide mais pour permettre une comparaison entre le personnage principal et ce personnage secondaire. Il considère que ce personnage secondaire n'est pas forcément un allié et pas forcément un adversaire, mais quelqu'un qui cherche à atteindre un objectif semblable au héros mais qui agit d'une manière différente pour qu'on puisse le comparer. Dans l'éclosion, si je devais donner un exemple, ça pourrait être le père d'Anna qui est enfermé dans le même jeu psychologique qu'elle, avec sa mère, qui est quelqu'un qui ressemble beaucoup à Oliver sur certains aspects, sauf que lui a abandonné la partie depuis bien longtemps, et donc ça permet d'avoir une comparaison entre le comportement d'Anna et le comportement de son père. Puisque l'éclosion est une histoire d'amour, je tiens à préciser d'autres choses que nous donne Truby. Pour lui, les romances ne sont pas des histoires avec 2 personnages principaux. Il y en a forcément un qui est plus important que l'autre. Et donc cet autre ne va pas être considéré comme un second personnage principal, mais comme l'adversaire principal. Cependant, Truby mentionne bien qu'il y a des histoires avec des héros multiples, et donc des personnages multiples. Et je pense notamment à des livres comme Le Trône de Fer, où on suit la ligne narrative de plusieurs personnages. Mais pour que ce soit le cas, pour être sûr que ce sont bien tous des héros et des personnages principaux, il faut qu'ils passent tous par les 7 étapes. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous êtes trompé et qu'en fait ils sont des personnages autres.
donc que ce soit alliés, faux adversaires, etc. Enfin, pour terminer cette partie sur les rôles, Troubi nous demande de regarder avec la plus grande objectivité possible l'ensemble de nos personnages et de nous demander ont-ils une réelle utilité. Car selon lui, le fait d'avoir des personnages superflus alourdit votre histoire et la ralentit totalement. Donc il vaut mieux les supprimer, s'en séparer. Maintenant que nous avons vu les différents rôles des personnages, étudions ensemble les archétypes. Un archétype, c'est le rôle que l'on peut jouer en société. C'est un fondement du personnage que le public va automatiquement reconnaître. C'est important d'en avoir dans le sens où le public va le reconnaître rapidement comme je viens de le dire et donc va pouvoir s'attacher à lui parce qu'il l'a identifié. Cependant, mal utilisé et mal exploité, un archétype devient vite un cliché. Quand je fais mes vidéos sur les clichés, je vous dis que les clichés ne sont pas mauvais en tant que tels, s'ils sont utiles à l'histoire et surtout s'ils sont bien exploités. Et bien pour les archétypes, c'est pareil. Si un personnage perd son caractère unique et ne devient que son archétype, alors c'est cliché et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que Troubi nous présente 9 archétypes et que je vais vous montrer comment les mettre en place, par exemple avec l'éclosion. Il nous dit bien que chaque archétype a ses forces et sa faiblesse inhérente, sa part d'ombre comme il l'appelle. En fait, là où il peut devenir plus négatif. Le premier archétype est celui du roi ou du père. Sa force est qu'il peut être sage et déterminé à guider sa famille ou son peuple vers son bien. Mais sa faiblesse inhérente, sa part d'ombre, est qu'il peut être trop strict, voire insensible. Je n'ai pas de personnage de type père ou roi dans ma famille, puisque le père d'Anna ne se comporte pas comme ça. Le deuxième archétype est celui de la mère, qui peut être aussi protectrice et aimante que tyrannique et étouffante. Anna représente le côté positif de cet archétype, puisqu'elle est protectrice et aimante envers les personnes qui l'entourent. Cependant, la mère d'Anna et Oliver représentent le côté négatif de cet archétype. Et pourtant, Oliver est un homme. Et vous voyez bien qu'il remplit l'archétype de mère ou de reine. Ensuite, nous avons l'archétype du vieillard, du professeur, du mentor, qui va essayer d'aider le héros à grandir et à s'améliorer. Il peut être sage et vouloir guider le héros sur la bonne voie, comme devenir tyrannique, dictatorial et ne considérer qu'il n'y a qu'une seule bonne voie à prendre. Dans l'éclosion, la professeure de littérature anglaise est la version positive de cet archétype puisqu'elle veut aider Anna à comprendre quelles sont ses compétences et quelles sont ses possibilités d'avenir. Et Oliver est la partie négative de cet archétype puisqu'il veut imposer sa vision du monde à Anna. Et de ce que je sais, aucun d'eux n'a de barbe blanche. Au suivant, le quatrième archétype est celui du guerrier, qui est souvent l'allégorie du bien mais aussi peut devenir le champion du mal puisque versé dans la violence. Pour le coup, je n'ai pas de personnage qui correspond à cet archétype dans l'éclosion. Le cinquième archétype est le magicien ou le chaman. Ce n'est pas forcément quelqu'un avec des pouvoirs magiques, hashtag Gandalf, mais c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de montrer la réalité des choses telle qu'elle est, ou au contraire tenter de la manipuler pour manipuler les autres. Dans l'éclosion, Rulio est la version positive de cet archétype puisqu'elle essaye de montrer le monde tel qu'il est à Anna, et donc dans quelle situation elle est. Et dans la version négative, on retrouve une nouvelle fois Oliver, qui, est bien forcé de le constater, prend plusieurs archétypes. Le personnage rusé est le sixième archétype. C'est un dérivé du personnage magicien, sauf qu'il utilise sa ruse pour parvenir à ses fins, que ce soit positif ou négatif. Encore une fois dans l'éclosion, je pourrais dire que la mère et Oliver font partie de cet archétype. Ensuite, nous avons l'archétype de l'artiste ou du clown. Il peut soit montrer ce qu'il y a de meilleur dans la société, soit montrer ce qu'il y a de pire. Ou alors chercher à transformer le monde en un objet de perfection, ou être totalement résigné et ne plus savoir quoi faire. Dans l'éclosion, le personnage du père d'Anna est dans cette catégorie, où il est totalement désabusé, désenchanté de son monde et de sa relation avec sa femme. À force de tout voir en noir, il n'accorde plus de valeur à rien. L'avant-dernier archétype est celui de l'amoureux, qui peut symboliser l'attention et la sensualité, et clairement peut de temps en temps trop s'effacer devant son personnage aimé. Rulio est clairement le côté positif de cet archétype. Enfin, le dernier archétype est le personnage rebelle, qui est contre un système qu'il trouve oppressant, mais qui parfois n'a pas de solution pour l'améliorer. Et encore une fois, Rulio fait partie de cet archétype. Déjà, j'espère que vous avez pu constater que mes personnages apparaissent souvent dans plusieurs archétypes, et qu'ils ne ressemblent pas forcément à la vision que l'on a d'eux. Comme par exemple mes mentors n'ont pas de barbe, les magiciens ne font pas de la magie, et dans ma reine, il y a Oliver qui est un homme. Vous voyez ainsi que je pars peut-être d'un archétype, mais il ne correspond pas à 100% à l'idée que l'on a de lui.
On part simplement sur une idée de base que le public pourra reconnaître. Maintenant que nous avons la place précise de chaque personnage dans le réseau, que ce soit au niveau du rôle ou au niveau de l'archétype, nous allons pouvoir les individualiser. Pour cela, nous allons d'abord trouver quel est le problème moral de l'histoire. Chaque personnage doit pouvoir apporter une réponse et une vision différente à ce problème. Pour l'éclosion, le problème moral est notre rapport à l'autre et à notre individualité, où se termine l'estime de soi et où commence l'égoïsme. Et ensuite, pour chacun des personnages, il vous faudra définir leurs faiblesses, leurs besoins, leurs désirs, leurs valeurs, leur position dans la société, s'ils ont un statut plutôt élevé, s'ils ont des pouvoirs, dans le sens s'ils ont un pouvoir sur les autres, et leurs compétences. Ainsi, bien sûr, que leur réponse face au problème moral. Il ne vous restera plus qu'à les comparer entre eux, sachant que la comparaison la plus importante est celle entre votre héros et son principal adversaire. Faisons ça pour l'éclosion. Anna, étudiante en lettres, est soumise aux besoins de son frère et s'oublie totalement. Parce qu'elle priorise Oliver, elle va plusieurs fois blesser Julio qui tente de construire une relation solide avec elle. Oliver, jeune diplômé qui ne trouve pas d'emploi, utilise les rôles du jeu psychologique pour maintenir sa sœur sous sa coupe de façon totalement égoïste. Julio, étudiant dans la même fac qu'Anna, est un solitaire qui va prioriser naturellement ses propres besoins, mais qui, face à une personne qu'il aime, va tenter de trouver un équilibre pour ne pas tomber dans l'égoïsme. La mère et le père d'Anna sont les deux facettes d'une même pièce. Son père a longtemps cherché à satisfaire les besoins de sa mère sans jamais y parvenir et a fini par abandonner. Il est devenu totalement désabusé des relations humaines, tandis que sa mère passe son temps à se placer dans le rôle de la victime et à vouloir le faire culpabiliser. Les 2-3 amis d'Anna sont totalement contradictoires dans leur réponse morale. À la fois, ils sont bien contents qu'Anna se plie en 4 pour les satisfaire, et en même temps, ils la culpabilisent parce qu'elle est trop attachée à Oliver et à ses besoins. Enfin, la professeure de littérature anglaise est une personne équilibrée à la fois dans l'aide qu'elle apporte aux autres et dans son estime d'elle-même. Elle se reconnaît en Anna et tente de l'aider. Maintenant que nous avons fait tout ça, nous allons pouvoir nous concentrer sur le héros. La première chose que nous dit Truby, c'est qu'il doit être fascinant, qu'on doit vouloir suivre ses actions tout en se demandant s'il ne nous cache pas quelque chose. Par exemple, pour l'éclosion, on pourrait se demander « Mais pourquoi Anna agit comme ça? Est-ce qu'elle a fait quelque chose dans le passé qui fait qu'elle se sent redevable envers son frère et qu'elle s'est soumise elle-même à ses désirs parce qu'elle avait fait une erreur quelque part. Bref, on se pose des questions sur le pourquoi et le comment de leur relation. Cela rend le spectateur ou le lecteur totalement actif. Ensuite, le public doit pouvoir s'identifier au héros, mais pas forcément dans son look, dans ses origines sociales, dans ses goûts ou dans qui il est quand il se comporte, mais par son désir et son problème moral. C'est pour ça d'ailleurs que si vous créez un personnage trop parfait, une sorte de Marisou, eh bien votre public, vos lecteurs ne pourront absolument pas s'identifier à elle, voire même la détesteront pour cette perfection. Alors que face à un personnage imparfait, qui fait des choix imparfaits devant des problèmes moraux, eh bien vos lecteurs, vos spectateurs seront plus à même de l'imaginer en tant qu'un véritable être humain. Aussi, votre personnage principal n'est pas obligé d'être sympathique pour votre lecteur. La preuve en est que les anti-héros bourrés de défauts et qui font plein d'erreurs morales sont tout de même appréciés par les spectateurs, les lecteurs. L'important pour nous, c'est que les spectateurs et les lecteurs ressentent de l'empathie envers notre héros et qu'il ait envie qu'il atteigne son objectif. Ensuite, Ruby nous dit, et attention, je cite, qu'il ne faut pas considérer notre héros comme un personnage fixe et immuable, mais comme un éventail de possibilités de transformation. Celles-ci sont infinies, car elles sont intrinsèquement liées à votre personnage, à ses besoins et à ses faiblesses de départ. Mais Truby nous dit qu'il y a certaines transformations qui reviennent plus régulièrement que d'autres, et donc je vais me faire un plaisir de vous les résumer. La première transformation est celle d'enfant à adulte. C'est celle que nous pourrions utiliser pour l'éclosion. C'est une transformation d'apprentissage où le code moral de votre héros change pour devenir celui qu'il va adopter en tant qu'adulte. La deuxième transformation est celle d'adulte à leader. On passe d'un personnage qui tente de trouver son propre chemin à un personnage qui va aider les autres à trouver le leur. La troisième transformation est celle de cynique à engagé. Donc un personnage qui est profondément égoïste, qui comprend au fur et à mesure de l'histoire qu'il doit faire le bien et aider les autres. La quatrième transformation est celle de leader attirant. C'est une transformation négative où à la base votre personnage aidait juste les autres à trouver leur propre chemin et vers la fin de l'histoire, il impose le seul et bon chemin à prendre. La cinquième transformation est celle de leader à visionnaire. On passe de quelqu'un qui aidait les autres à trouver leur propre chemin à quelqu'un qui a envie de changer la société en profondeur selon une vision très claire et très précise. Enfin, la dernière transformation est celle de la métamorphose. Pour le coup, cette transformation peut être une métaphore,
comme une réalité. Une réalité quand on parle de fantasy ou de fantastique et où le personnage se transforme en loup-garou par exemple, mais aussi une métaphore quand on est par exemple sur un thriller psychologique et que le personnage change tellement qu'on a l'impression qu'il devient une autre personne, un animal, voire même un objet. Maintenant que nous avons tout ça pour votre héros, il ne vous reste plus qu'à faire les étapes de la prémisse si ce n'est pas encore fait, c'est-à-dire la faiblesse, l'action principale, la transformation, le besoin et le désir. Avant de nous attaquer au conflit général, nous allons évoquer le sujet de l'adversaire. Truby nous dit que l'adversaire doit être nécessaire pour votre héros, pour lui permettre de grandir. En fait, c'est en voulant vaincre l'adversaire que votre héros va surmonter sa faiblesse initiale. De plus, l'adversaire doit être humain et pas seulement une allégorie du mal. Si le public arrive à comprendre ses motivations, voire même à avoir de l'empathie pour lui, alors vous avez tout gagné. Pour arriver à cela, vous devez construire votre adversaire avec autant de précision que votre héros. En fait, votre adversaire doit être convaincu qu'il a raison et qu'il fait les choses bien. Aussi, il faut que ses valeurs soient opposées à celles du héros. Par exemple, pour l'éclosion, la valeur d'Anna est de penser que le don de soi est supérieur à l'individualité, au contraire de Oliver qui est profondément égoïste. Et dans une moindre mesure, Julio préfère la solitude à des relations asservissantes. Mais malgré cette opposition de valeurs, il faut que votre personnage principal et que son adversaire aient des points communs. Parce que s'ils ont des points communs, ça veut dire qu'ils ne sont pas chacun à l'extrême du bien et du mal, mais qu'ils se ressemblent sur certains points. Par exemple, pour l'éclosion, le point commun entre Anna et Oliver, c'est l'amour qu'ils se portent, l'amour fraternel qui les unit, et le fait qu'ils soient tous les deux assez désabusés de la relation entre leurs parents. Enfin, pour créer un bon adversaire, Truby conseille de le placer dans le même lieu que le héros, pour générer du conflit et ainsi créer une histoire. Pour l'éclosion, c'est assez facile pour mes deux adversaires principaux, puisque Anna et Oliver vivent ensemble, et Anna et Julio vont dans la même fac. Nous arrivons à la dernière partie, mais pas des moindres de cette vidéo, le conflit. Truby nous indique que les histoires avec une seule ligne de conflit, entre le héros et un adversaire principal, sont assez peu intéressantes. Et c'est pour ça qu'il a développé l'idée d'un conflit à 4 coins, que je vous mets juste ici. Dans cette opposition, votre héros est face à 3 adversaires différents qui l'attaquent de 3 manières différentes sur sa faiblesse. Pour l'éclosion, de manière générale, les 3 adversaires sont Oliver, Julio et les faux amis d'Anna. Oliver attaque Anna en la faisant culpabiliser. Julio l'attaque en lui montrant que la générosité qu'elle a pour Oliver blesse d'autres personnes. Et ses faux amis l'attaquent en utilisant son manque d'estime d'elle-même pour qu'elle continue de les aider. Ensuite, Truby nous précise que les adversaires ne sont pas seulement en conflit avec le héros, mais sont aussi en conflit entre eux. Pour l'éclosion, Julio et Oliver se détestent mutuellement parce qu'ils aiment tous les deux Anna et ont un objectif différent pour elle. Oliver pense que les faux amis d'Anna lui prennent trop de temps à son détriment, et les faux amis d'Anna pensent que Oliver est quelqu'un de malsain. Enfin, Julio trouve l'hypocrisie des faux amis d'Anna méprisable et eux n'aiment pas l'idée qu'il essaye de la retourner contre eux. Aussi, comme nous l'avons vu un peu plus haut au moment du problème moral, la vision et la solution apportée à ce problème doivent être opposées entre chacun des adversaires et à chaque fois doivent avoir à la fois des points positifs et des points négatifs. Pour l'éclosion, le point de vue positif d'Anna est sa générosité et son point de vue négatif est son effacement. Au niveau d'Oliver, son point de vue positif est la valeur qu'il accorde à la famille et son point de vue négatif est le fait qu'il manipule les autres pour les avoir sous son emprise. Pour Julio, le point de vue positif est sa liberté et son point de vue négatif est qu'il se sent très peu concerné quand cela ne touche pas quelqu'un qu'il aime. Enfin, pour les faux amis d'Anna, le point de vue positif est l'entraide amicale et le point de vue négatif est l'hypocrisie. Maintenant que j'ai fait ça pour l'univers en général, je pourrais faire cette opposition en 4 points pour chaque sous-univers de mon histoire et chaque personnage. Par exemple, je pourrais faire un tableau avec seulement la famille d'Anna et je pourrais faire un tableau avec seulement les personnages de sa fac. Voilà, cette vidéo est terminée. Malgré son apparente longueur, sachez qu'elle est pourtant un grand raccourci du chapitre original de l'anatomie du scénario. Donc vraiment, si ce chapitre vous a intéressé, je vous conseille d'acheter le livre pour le lire, parce qu'il est bien plus complet sur le livre et que ce n'est qu'une introduction ce que je vous fais. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le débat moral. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Bref, faites-vous plaisir. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur mes podcasts. Tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!